Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filles Expat. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une belle histoire où les frontières n'ont pas seulement été un lieu de transition, mais aussi le point de départ d'une rencontre marquante. Si partir à l'étranger peut parfois être un défi, cela peut aussi être une véritable surprise. Et pour certaines personnes, une chance de trouver quelque chose d'inattendu, l'amour. Dans cet épisode, nous allons explorer une histoire qui montre comment une expatriation peut transformer une vie à bien des niveaux. Mon invité nous partagera son aventure entre découverte culturelle, rencontre unique et cette incroyable connexion qui a changé sa trajectoire de vie. Bonjour à toi, cher invité. Salut Kelly. Alors, peux-tu dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent quel est ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles en ce moment? Moi c'est Lisa, j'ai 31 ans encore pour quelques temps et je vous parle depuis Lille, dans le froid du nord de la France. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la France, puisque tu vas nous parler d'un pays où tu es partie vivre. Est-ce que tu peux nous dévoiler de quel pays on va parler? Enfin, l'un d'entre eux en tout cas. Ouais, parce qu'on va parler je pense de deux pays, le Sénégal en priorité, puis peut-être un peu la Guinée-Conakry. Voilà, donc on repart en Afrique dans cet épisode pour ce mois de février 2025. Mais avant qu'on parte en Afrique, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière? Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à partir sur ce continent? J'ai toujours aimé voyager, j'ai été pas mal jeune fille au pair en Europe, j'ai fait l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Je fais un Erasmus en Irlande aussi. Et j'ai ma marraine qui est partie vivre au Togo pendant 4-5 ans. Je suis allée la voir en vacances, donc c'était l'année avant mon diplôme. Et j'ai adoré. Même si c'était que 10 jours, j'ai adoré. Et à la fin de mon diplôme, du coup, j'ai cherché un stage à l'ONU. Et je me suis retrouvée à partir à Dakar 3 semaines après. Alors tu dis que t'as adoré, tu connaissais déjà ce que c'était la vie à l'étranger, mais c'est quoi qui t'a vraiment marqué au point que tu veuilles absolument y retourner? C'est un peu dur à expliquer. Enfin, c'était nouveau, c'était plein de choses à découvrir. 3 semaines, c'était pas assez. Et quand je fais le Togo, c'était pas mal une vie d'expat assez aisée. La maison, personnel de maison, la vie un peu entre blancs. Et j'avais envie de voir un peu plus la vie en Afrique, moins ce côté à rester entre expats et découvrir un peu plus la vie locale, les coutumes, les cultures. Voilà, j'avais eu un petit aperçu, j'avais envie de creuser un peu plus ce que j'avais vu. Et puis j'avais fait mon mémoire sur l'Afrique de l'Ouest et la politique de défense. Donc j'avais envie de voir aussi les pays sur lesquels j'avais travaillé pendant un an. Donc voilà. Tes études, tu les as fait où? J'ai fait Sciences Po à Aix-en-Provence. Comment tu as fait du coup pour faire tes recherches? Pour mon mémoire, c'était une de mes profs qui avait proposé ce sujet. Et puis je voulais faire un stage pendant mes 6 derniers mois de master. J'ai pas réussi à le faire. Et quand j'ai fini mon master, j'ai continué à chercher. J'ai trouvé un poste de stage à l'ONU. À l'ONU, on peut encore être stagiaire 1 an après l'obtention de son diplôme. Et du coup, je suis partie comme ça, 6 mois à Dakar, en stage à l'ONUDC, donc c'est Bureau de lutte contre la drogue et la criminalité. Et ça, tu trouves comment sur Internet? Ça a été du bouche à oreille? Sur Internet, le site de l'ONU. Je cherche un stage ou un UNV. J'imagine qu'à ce moment-là où tu partais, donc toi, c'était pas ta première expatriation en solo. Est-ce que tu appréhendais ce départ ou pas du tout? Alors, un petit peu, puisque clairement, on m'a appelé pour me dire que j'avais le poste. On m'a demandé quand est-ce que tu peux partir. J'ai répondu, j'ai un impératif dans 10 jours. Ils m'ont fait, ok, bah tu commences le lendemain. Donc je suis partie même pas 15 jours après. J'ai eu de la chance, il y avait un gars de ma promo qui était à Dakar qui m'a donné le contact d'un de ses potes et je me suis retrouvée dans la coloc de ce gars-là. Je suis vraiment partie pas très préparée, mais en même temps, ça m'a pas fait peur. Avec le recul, je me dis que ça aurait dû, peut-être. Mais non, tout s'est très bien passé, donc... mais j'aurais dû me préparer un petit peu plus. Oui, j'allais dire c'est drôle parce que l'épisode 115 avec Lucie qui est partie au Ghana et qui nous disait que ça a été très précipité et qu'elle aurait dû prendre plus de temps. Et toi, j'avais l'impression que tu étais en train de dire je suis partie de précipiter, c'était bien, mais finalement non. T'aurais dû prendre un petit peu plus de temps. En soi, c'était bien parce que je vivais donc avec une famille sénégalaise et 2 expats français de mon âge. Donc j'ai pu vite mettre le pied à l'étrier, être mis dans le bain
et vivre un peu moins à l'expat. Enfin, je prenais le bus, ce que on nous dit de surtout pas faire. Je prenais le bus pour aller au boulot avec mon coloc. Je marchais beaucoup alors qu'on nous déconseillait un peu de marcher. Enfin, je me suis retrouvée dans un quartier encore assez sénégalais, pas trop expat. Du coup, j'ai vite été dans le rythme des choses, mais je suis un peu partie vraiment les mains dans les poches et je me dis, avec le recul, j'aurais dû peut-être me renseigner un peu plus ou... Mais en 2 semaines, c'est pas possible. Ouais, c'est... Je repartirais peut-être pas sur un coup de tête comme ça. C'est beau la jeunesse, hein, quand Oh on est oui. jeune, insouciant. Est-ce que tu te souviens de cette arrivée à Dakar? Quelles ont été tes premières impressions? Alors, il fait très très chaud. Horriblement chaud. Un peu perdu parce que à l'époque, l'aéroport était encore dans le centre de Dakar. Maintenant, il est à 40 km, je pense, de Dakar. Il y avait le frère de la dame chez qui j'allais loger qui m'attendait à l'aéroport. J'avais pas moyen de le contacter, rien. Enfin, je suis un peu arrivée à l'aéroport en mode oups, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai rencontré une Togolaise que j'avais rencontrée quand j'étais chez ma marraine, qui avait une boutique de vêtements, de bijoux, d'accessoires que j'avais adoré et on avait été pas mal la voir. Donc elle m'a prêté son téléphone, j'ai pu prévenir la dame que je venais d'arriver. Mais première impression, ouais, très très chaud et très bruyant, très intense comme ville. Un peu à couper le souffle, à se dire mince, je suis où? Mais très sympa. Donc là, aujourd'hui, épisode spécial pour ce mois de février où on va parler un peu d'amour. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment tu as fait connaissance de cet homme qui a un peu changé la trajectoire de ta vie future? Alors une longue histoire. Pendant mon stage, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas mon mari. Et je me suis dit, ben, j'aimerais bien voir où va cette histoire. Donc quand j'ai fini mon stage, j'ai recherché un poste au Sénégal que j'ai trouvé en brousse, dans un petit village, pas loin d'une zone touristique, mais où vraiment j'étais la seule française. J'étais censée avoir mon bureau dans la mairie du village, sauf qu'il n'y avait pas internet. Donc je bossais au CDI et Abou était un des jeunes du quartier du CDI qui donnait un coup de main de temps en temps. Donc on s'est croisés beaucoup pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment, on devait recruter un jeune Sénégalais pour faire un service civique de réciprocité. Il devait partir en France. Et voilà, le premier candidat à l'offre à me ramener son CV, c'était Abou. On s'est très bien entendus dès le départ. On est devenus très vite amis. Et les choses ont fait. Il n'est pas parti en France. J'étais un peu triste pour lui, un peu contente pour moi. En vrai, il serait parti en France. J'avais déjà prévu de l'inviter à Noël chez mes parents. Et voilà, les choses se sont fait petit à petit. Lui finissait ses études. Il était un peu en décalé. Il finissait au mois d'août, je crois, où il avait encore quelques trucs à faire sur Dakar. Mais entre-temps, il était revenu au village, donc on se voyait tous les jours. Il m'a aidé sur des projets. Est-ce que toi, tu dirais que tu as eu un coup de foudre ou est-ce que tu penses que c'est avec le temps qu'il y a eu Coup des de foudre. sentiments qui se sont développés? Oui, coup de foudre pour toi? Ouais, en fait, c'est le truc très bizarre, c'est que j'avais pas forcément la mémoire des visages des gens. Et vraiment, Abou, je l'ai vu 30 secondes, il m'a déposé son dossier, j'ai vérifié que le dossier était complet. Entre-temps, je l'ai eu au téléphone pour lui dire qu'il était sélectionné, qu'il fait qu'il vienne passer son entretien avec la mairie. Et donc, il fait qu'il revienne au village parce que c'était sur mon ordinateur. Enfin, j'ai organisé ça. T'es parti à Dakar pour une fête, je crois, pour la Tabaski ou un truc comme ça. Et je prends le bus et il y a un gars qui toque à la fenêtre du bus. Et je l'ai reconnu tout de suite, alors que vraiment, enfin, j'avais pas fait attention à lui. Et je savais que c'était... Enfin, je l'ai reconnu. Je suis sortie du bus, on a discuté avant, jusqu'à ce que le bus parte. Et je me suis rassise dans le bus et j'ai fait, c'est lui, c'est sûr, ça va être lui, l'homme de ma vie. Alors qu'à ce moment-là, vous aviez pas... Enfin, vous aviez jamais été boire un verre ensemble ou quoi que ce soit. Ah non, on avait parlé 30 minutes. Waouh, c'est fou. Donc ouais, gros coup de foudre. Même si on a pris le temps de se connaître après, mais... Mais d'ailleurs, qui c'est qui a fait ce premier pas pour inviter l'autre? C'est lui qui s'est incrusté chez moi pour prendre un café un dimanche matin. Ah, donc le Sénégalais s'incruste. Et il ne boit pas de café, je l'ai su plus tard. Et après, moi je suis partie 2-3 fois sur Dakar où lui était à Dakar et on s'est donné rendez-vous, on s'est baladé. Alors il tentait prendre la main, mais il osait pas aller plus loin, j'osais pas aller plus loin, donc pendant 2 mois c'est pas mal tourné autour.
personne n'osait trop faire le premier pas. Est-ce que vous osiez pas parce que vous saviez qu'à un moment donné, il y aurait peut-être une séparation? Alors lui, ça va être plus terme de culture parce qu'on en a parlé. Il me disait qu'il avait fait des recherches sur Internet sur comment ça se passait les débuts de relations chez les Occidentaux. Moi, c'était plus, je sortais d'une relation un peu compliquée. Je m'étais dit non, j'ai pas envie de me remettre avec un Sénégalais. Mais on peut pas en fait aller contre les choses à un moment, c'était pas possible. Puis c'était pas du tout la même personne, même personnalité. Il y avait un peu des deux. Moi je savais que je finissais en 8 mois plus tard mon contrat. Je savais pas si je reviendrais forcément au Sénégal à ce moment-là. Et je l'avais déjà fait la relation où je reviens dans le pays pour l'autre et je m'étais fait vraiment traiter comme de la merde on va dire. Donc j'avais pas envie non plus de revivre ça. Mais voilà, il a réussi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager justement de ces débuts, je sais pas moi, le premier bisou, la première, je sais pas, des petites déclarations? Je pense que la première anecdote, ça a été la première nuit où il est resté dormir chez moi. C'était tout bien, tout honneur, hein, tout début, on a discuté et tout. Et le lendemain matin, je pars au travail et il y a son frère qui me demande tu sais pas où il est à bout, je l'ai pas vu ce matin, je sais pas, il est peut-être parti tôt. Il fait ouais, mais il est pas rentré hier soir non plus. Je sais pas, moi il est parti de chez moi à 23h, je l'ai pas revu. J'ai appris par la suite qu'ils dormaient dans la même chambre tous les deux. Et donc j'étais là à mentir à son frère en mode bah je sais pas, tu l'as juste pas vu rentrer. Bah non, bah il l'a pas vu, c'est normal, il est dormi tout seul toute la nuit. Moi j'étais là, merde, super. Est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Ça se fait pas trop de dormir ensemble avant le mariage. Mais je veux dire, là c'était vraiment le tout début. Enfin, en fait, je recevais une délégation de France, donc qui m'avait aidé à régler, à préparer des tote bags le soir. Il devait me réaider très tôt le matin, et en fait, on a discuté. Ben, t'es là, et oui, il reste 2 heures, ça sert à rien que tu retournes chez toi pour 2 heures, vas-y. Ça s'est juste fait sans qu'on y pense, sans qu'on fasse attention. Et, et moi, je pensais pas, enfin, déjà, ça, très vite, très tôt dans notre relation, et surtout, je pensais pas qu'il partageait sa chambre avec quelqu'un et que ça allait se voir comme ça tout de suite. Oups. Ah ouais, non mais oups. C'est dans ta religion à toi ou dans sa religion à lui que c'est interdit de coucher avant le mariage? La sienne. Ouais, si l'islam n'autorise pas, mais je pense qu'il y a aussi un côté très très culturel où ça ne se fait pas de passer la nuit avec une personne du sexe opposé, même s'il se passe rien, d'être seule avec une... J'en parlais avec mes collègues quand j'étais en Guinée, c'était un sujet, moi j'aime bien taquiner là-dessus. Et un collègue qui me disait, mais non, s'il y a une troisième personne dans la chambre pour surveiller, c'est pas grave, mais juste tous les deux, c'est pas possible. Donc toi, tu savais très bien qu'il se passerait rien le temps que tu serais pas mariée avec lui? Bah, c'était un peu ce qu'on se disait au début. Après, moi, ça me dérangeait pas plus que ça. Oui, parce que de nos jours, il y a des personnes qui vont peut-être qui vont avoir une certaine religion, mais peut-être pas la respecter dans son intégralité. Bah, moi, je les trouve très moralisateurs là-dessus, et je peux dire que c'est vraiment pas très respecté. Pour avoir prêté mon appartement, des choses comme ça. Ok. Ah non, Donc là, on s'imagine plein de trucs, hein. Alors, je pensais pas qu'il se passerait ça quand je l'avais prêté, mais je l'ai su après coup. Non, mais puis ils ont tous 15 000 copines, 15 000 copains, et derrière, ils font la morale. Enfin, ça me fait rire. Moi, j'en rigole. Je taquine pas mal là-dessus, mes potes sénégalais, guinéens. Mais oui, ils prêchent des choses qu'ils respectent pas forcément. Voire pas du tout. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, quoi. Un peu, ouais. Est-ce que tu dirais que au départ, donc il y a effectivement ce que tu viens de dire par rapport aux relations sexuelles, par rapport au fait qu'on ne peut pas se retrouver dans la même chambre, mais est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres différences culturelles qui auraient peut-être influencé votre relation dès le départ? Je pense pas qu'on ait des différences qui aient influencé notre relation parce qu'on a quand même tous les deux, on s'est beaucoup renseigné sur la culture, la façon de faire dans le pays, dans la culture de l'autre, dans la religion de l'autre. Après, oui, il y a des choses qu'on a vécues un peu, enfin qui, avec mes yeux de française, peuvent être un peu bizarres. Enfin, le dire je t'aime tout de suite, mais après ils disent je t'aime à tout le monde, donc ou le côté il faut pas trop s'afficher. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que c'est le truc très bête. T'as une copine amie, dans le sens amie-fille, tu peux lui tenir la main dans la rue, tu peux lui faire des câlins, tu peux lui dire je t'aime devant tout le monde. C'est une copine, juste une amie, pas grave. Ta petite copine, tu vas pas lui tenir la main devant tout le monde, tu vas pas lui la prendre dans tes bras. Et je fais ouais, mais les gens ils vont pas voir la différence entre une amie et ta petite copine.
Ouais, si, les gens, ils vont savoir. Moi, ça me dépasse, enfin... Ouais, c'est assez surprenant ça, comme façon d'agir. Bah, surtout que, tu vois, justement, j'ai l'impression que dans certains pays, au contraire, non, c'est ma meuf, je lui tiens à sa main, je veux bien que tout le monde sache qu'elle est prise. Alors que là, ils sont plus en mode, non, elle est pas avec moi, je lui tiens pas la main. Non, mais c'est un peu ça, on s'affiche pas trop ensemble. Après, c'est aussi par rapport à mon travail, mais il y a un côté du quand dira-t-on qui est hyper important, mais dans tout. Et c'est assez impressionnant. Vous savez que, en fait, tous les garçons du village disaient que j'étais leur copine, puisque tu t'affiches pas avec de toute façon. Donc oui, je m'affiche pas avec, mais c'est ma copine. Et si le soir je rentrais que je disais bonsoir à un chauffeur de taxi, c'est, tu vois, elle m'a dit bonsoir. Bah oui, mais t'es devant la porte de chez moi, donc je te dis bonsoir en passant, c'est normal. Non, non. Ils racontaient à tout le monde que j'étais leur copine. Donc j'ai eu beaucoup de relations imaginaires, c'était très très drôle. Mais ouais, la vraie relation, elle s'affichait pas des masses. Pas trop trop au début. Il me prenait la main dans la rue au départ quand il me raccompagnait chez moi et que c'est nuit. Qu'on pouvait pas nous croiser dans la rue, pas nous voir. Mais on s'y fait, hein. Et comment vous avez réussi justement à surmonter cette différence? Est-ce que vous en avez beaucoup discuté? Ou est-ce que justement c'était en faisant des petits compromis comme ça? On a énormément parlé pour comprendre, pour savoir quelles étaient les limites de l'un et de l'autre dans la construction de notre couple. Et oui, il y a eu des concessions des deux côtés. Moi, j'ai accepté de pas trop m'afficher. De son côté, il a accepté de partir en week-end avec moi à Dakar. Enfin, avec moi et des amis, pas forcément que tous les deux. Enfin, forcément, faut avancer un peu vers l'autre de temps en temps et on peut pas, enfin, ce qu'on s'est toujours dit l'un comme l'autre, on ne peut pas imposer sa culture à l'autre. Et si on fait pas de concessions et qu'on communique pas sur nos limites chacun, ça n'avancera pas. Moi, je lui ai dit, je peux pas construire un couple sans qu'on fasse des choses ensemble, qu'on sorte ensemble. Surtout, il y a ce côté aussi où le mec doit faire des cadeaux à la fille, c'est les gars qui payent un peu tout. Encore, il y a encore beaucoup ce côté un peu au Sénégal. Les filles, des fois, elles ont des copains par intérêt. Enfin, il y en a un, ça a été un boutiquier pour avoir des courses gratuites. Il y en a un, ça a été un chauffeur de taxi pour avoir les trajets gratuits. Ça, je l'entendais souvent de la bouche de mes copains qui râlaient que leur copine, elle s'est servie d'eux. Et il y avait ce côté où là, le rapport financier était inversé dans notre couple. C'était dur pour lui faire comprendre que ça me dérangeait pas de l'inviter boire un verre, ça me dérangeait pas de payer le taxi si on allait à la piscine de l'hôtel à côté. Il a fallu que moi aussi je comprenne que il avait pas l'habitude de faire ça et qu'il fallait peut-être pas trop lui en demander au début. On a réussi à trouver un équilibre pour construire une relation qui convenait, un rythme, à une façon qui convenait à tous les deux. Kelly, au montage, je m'incruste une seconde dans l'épisode pour vous proposer un petit jeu. En commentaire sur Spotify, dites-moi avec un emoji en forme de cœur si vous avez déjà connu l'amour ou si vous êtes en train de le vivre, ou bien un emoji en forme de planète si l'aventure rythme plutôt votre quotidien. Ou les deux si vous n'avez pas envie de choisir l'un ou l'autre. J'ai hâte de voir quel emoji l'emportera. Maintenant, retour à notre conversation. Et que ce soit en Afrique ou ailleurs, si on est quelqu'un avec comme nous, avec un passeport comme le passeport européen, qui est quand même très prisé, on arrive dans un pays, et encore une fois je dis l'Afrique, mais ça peut être un tout autre pays également, on peut avoir un peu certaines personnes qui vont nous dire « Ouais, mais fais attention à toi, il fait ça juste par bénéfice en fait de pouvoir soutirer ton passeport ». Quand toi, tu as annoncé justement à ta famille, à ton entourage que tu commençais à fréquenter un Sénégalais, est-ce que tu as dû faire face à ce genre de jugement? Ma famille, pas vraiment. C'est très très bizarre. Autant mon ex-copain, qui était aussi sénégalais, ça passait pas. Autant Abou a été adopté, mais tout de suite. Truc bête, j'ai une de mes tantes qui fait des soirées jeux de société un peu façon soirée tupperware, et qui a été faire une soirée pour des jeunes militaires, puisque à l'époque, une de mes cousines fréquentait un militaire, et ils allaient partir en mission, donc ils vous achetaient des jeux de société. Et en rigolant, j'ai fait « Si t'as besoin d'une assistante, je suis là ». Je me suis pris un. Et Abou alors, mais t'as pas honte, mais c'est pas normal de dire des choses comme ça. J'étais là, mais c'est de l'humour. Je comptais pas venir draguer les militaires du tout, mais non, il a été très très vite accepté dans la famille. C'est plus du côté sénégalais où il y a eu des remarques, où on venait me voir dans la rue en me disant que mon copain n'était pas sérieux, qu'il se foutait de moi, qu'il voulait juste venir en France, qu'il voulait juste les papiers. Et des fois, je regardais les gens, j'étais là, mais est-ce que tu sais qui est mon copain? Non, je sais pas, mais je sais qu'il est pas sérieux. Comment tu peux me dire ça sans savoir qui je fréquente? Enfin, c'est quand même culotté. Et puis, c'est pas ça qui va me faire quitter mon copain pour me mettre en couple avec toi à la place.
Mais non, dans l'entourage, on n'a pas eu de problème. Enfin, l'un comme l'autre, ça a été plutôt bien accepté tout de suite. Les deux familles, même les amis, puis on avait des amis français communs sur place, donc non, ça a été vraiment très très bien accepté. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu devais absolument respecter le jour où tu as rencontré sa famille, par exemple ta tenue vestimentaire ou je sais pas, des choses que tu devais peut-être dire, pas dire? Bah, non. Enfin, oui, il faut pas s'habiller trop court. Mais ça, c'est au-delà de sa famille. C'est Au Sénégal, ça se fait pas trop de porter des shorts, des robes courtes. Je le sais le dimanche parce que voilà, dimanche je travaillais pas et que je restais chez moi ou j'allais à la piscine. Après, dans sa famille, tout le monde ne parle pas très bien français, donc déjà, je peux pas forcément communiquer avec tout le monde. Même si bah, j'ai essayé d'apprendre le sérère, c'est pas facile. Il parle trop vite. Et je pense que sa maman m'a tout de suite adoptée. J'ai pas beaucoup vu son papa, malheureusement. Et avec ses frères et sœurs, bah, je m'entends très bien avec ses frères qui ont à peu près notre âge. Sa sœur aussi, je m'entends bien. Ses deux autres frères qui sont plus âgés, je les vois moins souvent, donc je les connais un peu moins bien. Mais je m'entends bien avec leurs femmes, avec les enfants. Après, voilà, je suis un peu quand même. J'ai pas le même statut que mes belles-sœurs à la maison. J'ai pas vraiment le droit d'aider à faire la cuisine, la vaisselle, parce que je reste une invitée. Donc c'est un peu frustrant des fois. Tu restes une invitée juste parce que tu n'es pas sénégalaise? Ouais, je pense qu'il y a ce côté où je suis pas sénégalaise, du coup, on n'ose pas trop me faire faire le ménage, la vaisselle, enfin, ouais, la vaisselle, la cuisine. Après, des fois, j'aide, hein, je laisse pas ma belle-sœur, elle me dit non, je fais quand même. Enfin, je sais couper un oignon, moins vite qu'elle, mais je sais le couper quand même. Est-ce qu'au Sénégal, c'est la femme qui s'occupe principalement de préparer, débarrasser, etc.? Ouais, et aussi au Sénégal, c'est vraiment le rôle des femmes de tenir la maison, encore plus dans les villages en brousse où bah, les femmes travaillent pas forcément, donc elles sont à la maison et elles font le ménage, la cuisine, pendant que les hommes, eux, partent en ville travailler. Après, il y a des femmes qui travaillent, hein. Ma belle-mère vend des fruits et légumes. J'ai une de mes belles-sœurs qui est instite, ou qui est en formation pour être instite. J'ai ma maman sénégalaise qui tient un restaurant. Donc, il y en a qui travaillent, mais ça reste quand même beaucoup le rôle de la femme d'être à la maison, s'occuper des tâches quotidiennes et ménagères. Après, l'avantage de la famille d'Abou, c'est que dans la maison de son père, ils sont presque que des garçons, donc ils avaient aussi l'habitude de gérer la maison eux-mêmes entre mecs. Donc ils le font encore, ils laissent pas ma belle-sœur faire tout à la maison. Et tu dirais que c'est quoi qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, cette relation, elle est sérieuse? Bon, je sais que toi, dès le départ, tu t'es dit, c'est The One. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a fait te dire, ou qui vous a fait vous dire, cette relation devient vraiment sérieuse et on va aller quelque part ensemble? Je pense que ça s'est fait très très vite. Moi je savais qu'il y avait ce côté où je repartais, donc on s'est rencontrés au mois d'août, je devais repartir au mois d'avril. À la base, je devais pas rentrer en France à Noël. Finalement, mes parents m'ont demandé de rentrer, donc je suis rentrée passer les fêtes. Et cette première séparation, pas que je l'ai mal vécue, mais je savais que j'avais plus envie d'être loin de lui en fait. J'ai passé 10 jours sans lui, alors qu'on se voyait tout le temps. Et j'étais là, c'est pas possible, et je veux pas être sans lui. Ouais, je pense qu'assez vite, on a su que tous les deux c'était assez sérieux. Lui a très vite parlé de mariage, je pense aussi ce côté où bah, j'allais devoir partir et c'est un peu, bah, si on se mariait avant que tu partes, tu reviendras, c'est sûr. On s'est pas marié avant que je parte. Mais quand il me l'a proposé, je me suis pas dit, ouais, c'est trop tôt. Je me suis dit, ouais, en fait, pourquoi pas. C'était quoi ton idée du mariage à toi avant de le rencontrer? Bon, à la base, je voulais pas me marier. Ou alors un truc en très petit comité, très intime. Enfin, j'avais pas envie de faire la grosse fête, le grand mariage. Bon, j'ai eu un mariage très 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 intime du coup. Même si on a fait la fête avec ma famille l'année dernière. Mais on s'est mariés tous les deux avec nos 4 témoins et c'est tout. Bah, tu veux nous en parler du coup de cette demande en mariage? À quel moment ça s'est produit? Il m'a parlé du mariage alors très très vite. Je pense que ça fait 2 ou 3 mois qu'on était ensemble. Et on avait trouvé une solution. Enfin, moi je partais en avril. Lui devait venir en France au mois de mai. Il avait trouvé un service civique à Tours qui cherchait un jeune d'Afrique de l'Ouest pour un projet très particulier.
Donc on était, ah, ben, on va voir comment ça se passe cette année en France. Puis si on est toujours ensemble, si on a toujours envie, on se mariera à la fin de cette année-là. Puis bah, il y a eu le Covid. Moi, je suis rentrée en France à contre-cœur. On s'est pas vu pendant 5 mois. Et on se disait toujours, ben, peut-être qu'il viendra après pour son service civique, peut-être qu'il viendra le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. On a attendu, on a attendu. Puis il a fini par avoir 26 ans, donc on nous a dit, bah, le service civique, c'est plus possible. Et là, j'étais au Sénégal à ce moment-là, et on s'est dit, bah vas-y, on dépose les dossiers. On sait que c'est long, les démarches administratives auprès du consulat pour que moi, j'ai le droit de me marier au Sénégal. Qu'on a déposé le dossier, et 6-7 mois après, on a eu les papiers, puis on s'est mariés. Est-ce que tu te souviens de ta réaction le jour où tu as reçu ces papiers, justement? Non, je saurais même plus la dire. En plus, je pense que j'ai reçu un mail pour me dire ça y est, c'est disponible. J'ai dû lui transférer. Bah, c'était assez secret, on n'en avait pas trop parlé. Enfin, mes parents étaient au courant. Mes parents, mes frères et sœurs, je crois que c'est tout. Quelques amis, donc ouais, j'ai dû le dire à mes copines parce que bah, on était toutes dans ces démarches-là. On avait un petit groupe, on était dans les marches. Et bah, j'étais quand même soulagée parce que je savais que c'était la fin d'une grande période de démarches administratives. Enfin, je pensais que c'était la fin. Soulagée que ça puisse arriver enfin. Et un peu perdue parce que finalement, on était là, ça va durer longtemps pour avoir les papiers. Ça a été un peu plus vite que ce qu'on pensait aussi. Et là, je me suis dit, mince, mais du coup, va falloir se marier maintenant. Et voilà. Parce que là, toi, à ce moment-là, t'étais au Sénégal, c'est ça? Donc c'était la période de Covid, c'était l'année, ouais, c'était 2021. Je faisais des allers-retours, je faisais 3 mois au Sénégal, 3 mois en France à peu près. Là, en plus, j'étais rentrée en France, j'avais été malade, j'avais fait une pyélonéphrite alitée pendant 2 semaines. Ça avait été un peu compliqué. Et je devais repartir au Sénégal fin juin, et je pense qu'on a eu les papiers début juin. Est-ce qu'il y a eu quand même une demande en mariage où l'un d'entre vous s'est mis sur le genou et a fait la demande? Alors oui, parce que j'ai insisté pour l'avoir. Je suis partie à cause du Covid en avril 2020. Je suis revenue pour la première fois au Sénégal en septembre 2020, après le Covid. Il m'avait laissé entendre qu'il y aurait une demande en mariage. J'ai passé mes 3 semaines au Sénégal, rien. Oh. Je suis revenue au mois de décembre pour 3 mois. Pareil, il m'avait laissé entendre qu'il y aurait une demande à un moment ou à un autre. Toujours rien. Quand je suis revenue au mois de juin, je lui ai fait tant qu'il n'y aura pas la demande, il n'y aura pas le mariage. Voilà, il y a une petite demande improvisée avant le mariage. Ok, parce que du coup, vous avez quand même prévu une date. Non, on n'avait pas vraiment prévu de date. On est allé à la mairie en leur disant on veut se marier, quand est-ce que c'est possible? Et ils nous ont dit vous choisissez un vendredi ou un lundi soir. Oui, donc là, c'était vraiment juste la mairie qui a décidé du jour de votre mariage. Ouais, on n'a pas trop réfléchi. Bah, des fois, ça sert à rien de trop réfléchir. Non. Donc, vous n'avez pas du tout essayé d'intégrer des traditions, que ce soit françaises ou sénégalaises, pour votre mariage? Non, pour le mariage à la mairie, non. Si, j'avais insisté pour la nuit de noces dans un hôtel un peu chic à côté de chez lui. Mais c'est tout ce qu'on a fait. On s'est rattrapé vraiment l'année dernière. On a fait un repas avec toute ma famille. Donc on a fait une cérémonie laïque. On a échangé nos vœux. On a essayé de faire un repas avec de la cuisine française, de la cuisine sénégalaise. On avait décoré la salle avec des tissus africains et quelques objets de déco que j'ai ramenés. Et que ma mère et ma marraine avaient ramenés de leur séjour en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo. On a essayé de se rattraper sur le repas avec ma famille. Et donc là, c'était un choix de ta part ou de sa part, ou peut-être un choix comme un accord de retourner en France ensemble? C'est plus un choix de sa part, où j'étais d'accord. En fait, après le mariage, lui a repris des études pour être infirmier, sauf que le diplôme sénégalais n'est pas reconnu en France. Il a fait sa première année au Sénégal, qui a duré plus qu'1 an. Moi, en parallèle, j'arrivais à la fin de mon contrat de 2 ans en Guinée. Donc on s'est dit, tant qu'à faire, mon contrat finit en septembre, si tu t'inscris en école d'inf en France, c'est le moment ou jamais pour retourner en France. Donc il s'est inscrit sur Parcoursup, et voilà, il a été pris il a été pris tout de suite, il a tout de suite eu des vœux acceptés. On a attendu un petit peu pour avoir les vœux qu'on voulait, donc c'était soit Metz, soit Lille. Oh, Metz! Ouais. J'étais là, ça fait 5 ans que je suis expat, j'ai quand même envie d'être près de ma famille. Donc on devait aller à Metz jusqu'au 27 août. Là, je prenais l'avion, et avant que je prenne l'avion, il me dit c'est bon, je suis acceptée à Lille.
Et du coup, on a eu une semaine pour préparer notre déménagement sur l'île. Et là, est-ce que ça allait être la première fois que vous alliez habiter ensemble tous les deux? Ou est-ce qu'avec les allers-retours, vous aviez quand même connu la vie en couple ensemble? On a connu la vie ensemble, après juste tous les deux, jamais. Parce que au Sénégal, ben, lui vit avec son frère. Occasionnellement, il y avait une de ses belles-sœurs avec les enfants. Donc on n'a jamais été juste tous les deux. C'était vraiment là la première fois où on vivait tous les deux. Est-ce que tu appréhendais un petit peu cette étape ou t'étais juste excitée à l'idée de pouvoir être que tous les deux? J'appréhendais beaucoup. Bon, il y a tout un contexte autour où mes derniers mois en Guinée étaient un peu compliqués. Ça, ben, des tensions qui sont aussi apparues sur notre couple du coup. Et j'appréhendais énormément le fait de vivre ensemble parce qu'on est... Enfin, moi, j'étais pas dans un bon état d'esprit et que ça se ressentait sur notre relation. Oui, parce que en fait, on l'a pas vraiment expliqué en détail, mais toi, t'as été à un moment donné, t'as fait une mission en Guinée, Ouais, alors que lui était au Sénégal. ouais. En fait, on s'est mariés donc en juillet 2021. Je suis partie en Guinée en septembre 2021. Donc ça a été très rapide. Ben, j'ai eu la réponse pour le poste le jour du mariage. Donc en fait, je me suis mariée en sachant que j'allais partir et qu'il ne me suivrait pas puisqu'on en avait déjà parlé avant, enfin, on connaissait pas la Guinée, ni lui ni moi, qu'il fallait qu'on voit comment était le pays. Au départ, on s'était dit, bah moi je pars et il me rejoignit ma deuxième année. C'était l'idée qu'on s'était donnée puisqu'en plus il avait un job au Sénégal et son job arrivait à terme et là il a commencé ses études donc il m'a pas du tout rejoint en Guinée. Enfin, il venait en vacances et moi j'allais en vacances au Sénégal. Mais ouais, on s'est mariés puis on a vécu 2 ans à distance. Ouais, parce que c'est ce que tu m'avais un peu raconté en off, c'est que enfin, vous aviez vécu plus séparés que mariés au final. C'est ça, une fois mariés, on a vécu, bah, et encore aujourd'hui, on a vécu plus longtemps séparés qu'ensemble. La balance va s'inverser en juillet. Ça y est, Falloir souffler les petites bougies. c'est ça. Quand vous avez commencé justement à habiter ensemble, est-ce qu'il y a des ajustements que vous avez dû faire l'un envers l'autre pour pouvoir vous adapter au mode de vie de chacun? Pas vraiment. Je pense que on avait déjà vécu quand même 3 mois par-ci, 3 mois par-là, même si on n'était pas juste tous les deux, donc on savait ce que c'était que de vivre ensemble. Je pense qu'il y a les ajustements les plus compliqués qu'il y a à avoir, c'était vivre ensemble. En France, c'est pas du tout le même rythme de vie, c'est pas du tout les mêmes charges que au Sénégal. Enfin, faire les courses, c'est vraiment pas pareil. C'est des trucs très bêtes. Ou le ménage, ou même le coût de la vie, la gestion de l'argent. Enfin, en fait, c'est plus ouais, avoir un quotidien en France qui a été compliqué d'avoir un quotidien à deux. Parce que lui, il a dû s'adapter, il a dû apprendre et il a du mal ou parce que j'ai l'impression que ça devrait peut-être faciliter un peu la vie, non? Au Sénégal, je trouve qu'il y a une espèce de, pas nonchalance, mais un rythme de vie où on n'est pas stressé, tout va bien, il y a des solutions pour tout, on vit un peu au jour le jour, sans se prendre la tête. Je trouve que le rythme qu'on a en France, il est quand même vachement plus prise de tête. Déjà, il faut plus d'argent pour vivre. Je veux dire, quand j'étais en service civique, je gagnais 600 € par mois. Au Sénégal, ça suffisait, mais plus que largement. Je suis arrivée en France avec mon salaire actuel. Oui, on s'en sort bien, mais c'est pas, enfin, le logement coûte pas le même prix, l'électricité coûte pas le même prix, l'eau coûte pas le même prix, les courses coûtent surtout pas le même prix. Et il y a un rythme de vie un peu plus pressé, un peu plus stressé, un peu plus cadré qu'il faut reprendre. Alors déjà, pour moi, ça a été compliqué de retrouver ce rythme de vie français. Pour lui, ça a été compliqué parce qu'il découvrait. Il est arrivé en France, il a travaillé, il a été à l'école. On n'a pas non plus le temps de se poser pour prendre nos marques. On est vraiment, on est tous les deux arrivés chez mes parents le 27-28 août. Le 2 septembre, on était à Lille. Et on connaissait pas trop la ville. Alors oui, on a un couple d'amis, mais on connaissait pas la ville, on connaissait rien. Tout a été très très vite et il a fallu le temps de prendre un rythme et de s'habituer des deux côtés. Est-ce qu'il regrette son choix de vouloir venir en France? Non, il regrette pas. Non, ça va, il s'y adapte quand même. Ouais, non, il s'est super bien adapté. Bah, quand je vois, on a un copain, donc le couple d'amis qu'on a rejoint sur l'île, lui est comorien. Il rigole toujours parce que il avait hâte qu'Abou arrive pour pas être le seul à avoir froid l'hiver. Abou, il a jamais froid. Il a acheté un gros blouson. L'a mis une fois cette année. L'année dernière, il est pareil. Il l'a mis 3-4 fois, mais il a pas froid. Il s'habitue super bien. Alors le copain, il est un peu déçu parce qu'il est le seul à galérer des deux.
avec le froid. Mais ouais, non, il s'est super bien adapté. Je suis hyper impressionnée par sa capacité d'adaptation. Ah, super ça. Tu dirais que si là, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui est en train de s'engager dans ou qui est déjà engagé dans une relation de couple multiculturel qui doivent jongler avec des valeurs ou des différences de tradition, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner? Je pense que quand on est dans une relation déjà normale, c'est pas toujours facile de faire cohabiter deux personnalités. Mais quand il y a en plus les différences de culture, de valeurs, d'habitudes, je pense que la communication, c'est vraiment le cœur de la relation. Faut communiquer énormément. Et il y a des sujets très intimes et très importants qu'il faut aborder assez vite pour chacun poser ses limites par rapport à ses valeurs, sa culture, et pouvoir construire une relation qui est en accord avec ce que chacun est prêt à donner, prêt à prendre et pas s'imposer des concessions pour que ça marche parce qu'on va absolument prouver que si ça peut marcher, il faut vraiment avoir ce côté où moi je suis prête à aller jusque-là, toi jusqu'où tu es prêt à aller et poser des limites sans se faire influencer aussi par la famille, les proches, l'entourage. Hein, c'est le truc très très bête. Par exemple, nous, on a en plus une différence de religion. Il est musulman, moi je suis catholique parce que l'Alsace-Moselle, c'est pas laïque. J'ai grandi dans cette culture catholique. Même si je suis pas pratiquante, c'est une part culturelle et je veux pas la perdre. Moi, j'ai tout de suite été clair. Je ne me convertirai pas à l'islam, c'est hors de question. Je respecte sa religion, je respecte ce qu'il fait, mais je ne me convertirai pas. Il est tout à fait d'accord avec ça, mais ça n'empêche pas que dès qu'on sortait au début dans le quartier, c'est bah oui, vous êtes mariés, quand est-ce qu'elle se convertit? Ben non. C'est vraiment ouais, s'écouter et créer sa relation à deux comme on l'entend. Et c'est pas grave si on respecte pas 100% des coutumes d'un tel, 100% des coutumes de l'autre. C'est en fait, faut réussir à faire le mélange des deux cultures qui convient aux deux. Est-ce que tu dirais que selon toi, une expatriation, ça apporte quelque chose de particulier dans une histoire d'amour? Ouais, l'expatriation, je trouve que ça apporte quelque chose de particulier qui peut être à double tranchant parce que quand on est expat, on est dans une espèce de bulle, on n'a aucun repère donc on s'accroche vite aux choses et aux gens et ça rend tout de suite les relations plus intenses, plus privées parce que il y a ce côté, ouais, la famille est pas là, les amis sont pas là, même si on leur en parle, ils sont pas là pour voir, pour vraiment juger, ce qui permet de vraiment créer sa petite relation à deux, dans sa petite bulle. Moi, j'ai vraiment vécu comme ça ma relation avec Abou, de la construire dans une autre bulle à nous, et aussi, très très intense, parce que très vite, Abou, c'est devenu un de mes repères dans mon quotidien, dans ma vie. Finalement, que le Covid soit arrivé et qu'on soit séparés, c'était pas si mal. Ça nous a permis de prendre la distance et de voir que, en fait, cette intensité était toujours là, cet attachement très fort était toujours là. Mais ouais, l'expatriation, ça fait tout de suite hyper intense. Nos relations tout de suite très très fortes et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On en a rediscuté il y a pas longtemps et ça a vraiment été cette petite bulle juste nous. Sans ma famille, la sienne ne prenait pas trop partie dans notre relation. Et très vite, tout le temps ensemble, à être le point de repère de l'autre. Et pour l'avenir, tu dirais que vos projets, ça va être quoi? Vos projets de couple ensemble? Alors, il change beaucoup ces derniers temps. Moi, je souhaitais me réexpatrier une fois qu'il ait son diplôme. Finalement, on s'expatriera peut-être pas tout de suite, puisqu'il veut travailler quelques années en France pour avoir de l'expérience, ce que j'entends, ce que je comprends. Donc peut-être les dom-toms, ça peut être sympa, pour rester en France, mais pas en métropole. Réfléchir à ça. Après, ouais, on construit nos projets petit à petit. Voilà, avoir des enfants, bouger, parce que même si j'aime bien l'île, j'ai pas envie de rester ici. Et on verra si on repart à l'étranger ou pas. Là, ça change, ça évolue vraiment. Je trouve que par rapport à il y a un an où j'étais là, non, c'est hors de question, on restera pas en France. Je me suis un peu calmée en me disant, bon, on peut rester un peu plus longtemps, c'est pas grave. Mais voilà, on en parle régulièrement, on voit ce qu'on a envie quand on en discute. Et on essaie de voir comment les choses vont évoluer professionnellement des deux côtés. Et si aujourd'hui tu devais décrire ton histoire avec ton mari en une seule phrase, laquelle choisirais-tu? Alors, une phrase, c'est hyper compliqué. Je dirais que la citation de Saint-Exupéry est pas mal pour décrire un peu notre histoire,
qui dit que s'aimer, c'est pas regarder l'un vers l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait depuis le début. On communique pour voir où on a envie d'aller l'un et l'autre et comment on peut y arriver ensemble. Et je pense que ça décrit vraiment pas mal tout ce côté très communication, à essayer de savoir où on veut aller, où on est prêt à aller, chacun de son côté et ensemble. Et ouais, c'est vraiment la citation qui serait parfaite pour décrire ce qu'on construit encore aujourd'hui. Tu vois, en t'écoutant, je me dis finalement, le fait d'être d'une culture, d'une religion ou d'un pays différent, j'ai presque l'impression que ça facilite un peu le fait qu'on sait qu'on doit communiquer. Parce que peut-être que parfois, quand on a grandi dans le même pays, par exemple, je trouve que c'est justement la communication, c'est toujours le problème, que ce soit dans des relations de famille, amoureuses ou même amicales. La communication, c'est toujours un point un peu noir, tu vois. Alors que là, quand tu sais que t'es... Non, il faut qu'on communique. On n'a pas le choix parce on sait qu'on a des différences. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou pas vraiment? Non, je pense que c'est assez vrai parce que oui, il y a ce côté où bah déjà on est obligé de communiquer pour comprendre l'autre, les différences, enfin, quelle que soit la relation qu'on a avec la personne, pour comprendre la culture et la façon de fonctionner des gens. Enfin, ouais, voilà, si en dehors de mon histoire avec Abou, je peux voir avec mes collègues, j'ai toujours été beaucoup plus dans la communication, dans le côté essayer de comprendre les gens, les choses avec mes collègues quand j'étais au Sénégal ou quand j'étais en Guinée que je ne le suis en France parce que c'est vrai qu'on se dit bah les gens fonctionnent comme moi donc j'ai pas trop de questions à me poser or qu'en Guinée bah je me disais bah non on fonctionne pas pareil du coup j'aimerais bien comprendre pourquoi eux ils fonctionnent plutôt comme ça et c'est peut-être une erreur de se dire qu'en France les gens fonctionnent comme nous enfin oui c'est une erreur parce que je pense que chacun fonctionne de sa façon avec son histoire et même d'une famille à l'autre la culture elle va être différente mais on se pose moins les questions et ouais, on communique sans doute moins que quand on n'a pas trop le choix en fait, que de devoir communiquer pour se comprendre. Clairement. Et ça me fait penser que je ne t'ai pas posé la question du début que normalement je pose signature de podcast, mais je t'ai pas demandé une différence. Donc on en a parlé quand même de pas mal de différences culturelles, mais quelle est celle que tu dirais, que ce soit dans ta relation amoureuse ou non, mais quelle est celle qui t'a le plus surprise et comment t'as fait pour t'y adapter? Alors ça vaut autant pour le Sénégal que pour la Guinée, c'est le rythme de vie. Je ne saurais pas l'expliquer, il y a ce côté un peu nonchalant, pas stressé, pas pressé par le quotidien. Je pense qu'ils le sont un peu en vrai. Et où ben, les événements assez importants, genre les décès, les baptêmes, les mariages, ça va rythmer la vie aussi bien privée que professionnelle, puisque bah, si un baptême, on va pas être là, faut aller à la cérémonie, enfin, ça dure 3 jours, on va faire la fête. Pareil, les mariages, des fois, ça peut durer 3 4 jours, on va aller faire la fête. Et en fait, c'est normal d'avoir ce côté très social dans son quotidien, puis de toujours être là, jamais pressé. Enfin, il n'y a jamais de problème que des solutions. On a fait des cérémonies de remise des clés d'infrastructures qu'on avait mis en place. 1 heure avant la cérémonie, j'étais en moto avec un collègue à chercher un ruban pour le couper, quoi, pour la cérémonie. Mais personne n'était stressé. Enfin, ils se disaient, non, c'est bon, on va le trouver. Il y a vraiment ouais, ce côté un peu, ça va aller, faut pas être pressé. Et en vrai, tout se passe très bien. Ouais, la réunion, elle est à 9 heures, tout le monde arrive à 11 heures. Mais pas de stress, la réunion, elle va avoir lieu. Les décisions, elles vont être prises. Ça me manque des fois un petit peu de ce côté vraiment un peu plus posé, plus calme, pas pressé. Ça me fait penser à la Jamaïque. Yo man, tu sais, t'es avec ton pétard, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, relax. C'est un peu ça des fois, hein. Surtout que, bah, c'est pas que j'ai beaucoup la culture allemande, mais j'ai ce côté allemand un peu de très ponctuel. Si j'ai pas 5 minutes d'avance, je suis déjà en retard. Donc ça a été très très dur les premières réunions où à 9 heures il y avait personne et que le secrétaire de mairie me disait non mais ils seront là à 11 heures, te stresse pas. Ouais, bah, vous êtes gentil, je fais quoi pendant 2 heures, moi? Ah, au début, je supportais pas qu'on me dise Inch'Allah. J'étais là, non, c'est pas si Dieu le veut. C'est je t'ai dit que tu dois être là à telle heure, tu seras là à telle heure. Ah non, le Inch'Allah au tout début de mes missions, j'étais là, mais c'est pas possible.
Il l'utilise un petit peu trop. Non, maintenant ça y est, j'utilise aussi, je m'y suis mise. Et avant que je te pose la petite question conclusion du podcast, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu aborder dont on n'a pas eu l'opportunité encore? Non, je pense qu'on a fait vraiment le tour un peu de tout cette relation assez spéciale qui est une relation biculturelle. Franchement, si je rajouterais aux gens qui ont un peu des doutes à s'engager un peu plus dans ce type de relation faut pas hésiter en fait. Si vous avez à communiquer, à poser vos limites et que vous en avez envie, faut y aller, faut essayer. Faut pas écouter les gens un peu aigris, il y en a partout hein, sur les réseaux sociaux, je me suis pris des commentaires pas très sympathiques, mais c'est pas ça qui compte en fait, ce qui compte c'est ce que vous construisez avec l'autre, et même si le côté parfois administratif de ce genre de relation paraît horrible, compliqué, et donne des cheveux blancs, hein, parce que chaque titre de séjour à renouveler, chaque visa, chaque autorisation, c'est angoissant. Ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Et si on me demandait est-ce que tu recommencerais maintenant que tu sais ce que c'est, oui, 1000 fois, je re-signerai autant de fois qu'il faut. Il n'y a pas... Donc ouais, faut pas avoir peur de se lancer dans une relation multiculturelle, même si parfois il y a de la distance parce que c'est pas facile de se retrouver dans un même pays. C'est tout aussi bien qu'une relation entre Français ou occidentaux, et ça vaut la peine d'être vécu. Est-ce que tu penses que ta définition de l'amour aujourd'hui, elle a changé depuis cette expérience? Je trouve déjà c'est dur de définir l'amour. Je pense que ma vision plutôt de l'amour a changé. Elle est plus posée, plus sereine. Je trouvais, enfin, quand j'étais jeune, l'amour, c'était prise de tête. J'étais toujours stressée. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, j'ai découvert une nouvelle vision de l'amour où c'est quelque chose de très posé, où on communique, où il n'y a pas pas trop comment expliquer, mais pas de pression en fait par rapport à l'amour. Avec Abou, c'est une évidence. Très, entre nous, ça a toujours été une évidence. Et donc les choses se font assez facilement et assez posément. Et le fait de communiquer vraiment, d'avoir une relation, on arrive à bien communiquer. Je trouve que, finalement, je trouve que l'amour maintenant, c'est plus facile que ce que j'imaginais étant ado, ou que ce que je me disais que c'était. Enfin, je trouve qu'on a une espèce de pression par rapport à ce qu'on voit dans les films, on lit dans les livres. Et le fait d'avoir vraiment vécu cette relation-là, m'a enlevé ce stress que j'avais par rapport à ce que je pensais que je devais attendre de l'amour. Ben, vous avez l'air d'avoir une belle complicité et ça, c'est vraiment beau à avoir. Donc, je suis vraiment contente pour vous deux. Et avec du recul, je vais te poser ta petite question finale. Avec du recul, tu dirais qu'aujourd'hui, quelle a été la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Alors, avec l'expatriation et tout, je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise sur moi-même, c'est la force que je peux avoir. C'est assez impressionnant. Enfin, des fois, je me dis, ça m'arrive de me dire qu'en ce moment, ma vie, elle est pas folle. Puis je suis là, mais en fait, t'as vécu 5 ans en Afrique de l'Ouest, t'as vécu en Afrique, au Sénégal, en Guinée. C'est quand même hallucinant, c'est pas rien. T'as réussi à t'adapter, t'as réussi à t'intégrer. J'ai toujours eu des amis sénégalais, guinéens. J'étais pas forcément dans des groupes d'expats. J'ai quand même vécu quasi un an, la seule française du coin, quand j'étais au Sénégal, dans le village d'Abou. Et ouais, une énorme force à laquelle je m'attendais pas, une résilience, une adaptation hors norme. Et ouais, l'expatriation, ça fait se redécouvrir. C'est assez impressionnant. Super, très beau, très beau, très beau. Et bien Elisa, je vais faire ma petite conclusion. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'histoire de Lisa vous rappelle que partir à l'étranger, c'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une aventure humaine, faite de découvertes, de défis et parfois de rencontres qui changent une vie. Si cet épisode vous a touché, j'ai une belle surprise pour vous. Un épisode court où on va donner la parole à Abou. Il partage avec ses propres mots sa vision de leur histoire et de leur amour. Une perspective touchante qui complète à merveille ce que Lisa nous a confié aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cet épisode, de le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous raconter vos propres histoires d'expatriation. Et pour encore plus d'inspiration, découvrez les autres épisodes où des femmes extraordinaires partagent leur parcours autour du monde. À très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, restez curieuse. À bientôt Lisa. À bientôt.